Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls des marchés financiers à la mi-journée. Avant la grande édition du soir, 1 heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques, économiques et surtout financières dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur la semaine Banque Centrale, donc c'est la semaine dernière, qui a vu notamment la Fed maintenir ses taux inchangés, tandis que la BCE a de son côté maintenu son cycle avec une nouvelle hausse de taux de 25 points de base. Nous décortiquerons dans le détail les annonces des deux banques centrales, mais aussi leurs prévisions en matière d'inflation et de croissance, avec notamment un scénario récessif qui s'éloigne aux États-Unis, mais une inflation core qui reste malgré tout assez ancrée, tandis qu'en zone euro, la BCE voit une croissance moins forte qu'attendue pour 2023, mais ne change pas pour autant ses prévisions pour 2024 et 2025. À noter que cette discussion permettra d'ouvrir également une semaine encore riche en actualité des banques centrales, puisque cette semaine, ce sera au tour de la Bank of England, mais aussi la Banque nationale suisse de rendre leurs décisions de politique monétaire. Nous reviendrons également sur les perspectives de croissance chinoise, alors que Goldman Sachs a à son tour abaissé ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023. La banque anticipe une croissance de PIB de 5,4% au lieu de 6% précédemment et revoit également ses prévisions de croissance à la baisse pour 2024, passant de 4,6% à 4,5%. Nous reviendrons donc sur cette décision en plateau qui intervient juste après une réunion de l'exécutif chinois vendredi, qui n'a pas abouti à des décisions de relance suffisantes selon Goldman Sachs pour relancer la croissance dans le pays. Une prévision qui fait écho à celle d'UBS, de Bank of America ou encore de Nomura, qui déplorent toutes les faiblesses des indicateurs économiques chinois, mais aussi la tiède réaction des autorités. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous finirons cette émission avec un quart d'heure américain où nous retrouverons notre correspondant Pierre-Yves Dugas depuis Washington, alors que les marchés américains sont aujourd'hui fermé en raison de Juneteenth, le jour de l'émancipation. Au programme du quart d'heure américain, l'appétence des investisseurs américains pour les actions, mais aussi l'interdiction des gazinières aux États-Unis. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, séance de baisse aujourd'hui pour les marchés européens. Oui, c'est une séance des plus calmes qui s'achève en dehors de la rencontre entre le secrétaire d'État américain et le président chinois. Peu d'éléments sont venus rythmer la séance, sans compter que les marchés américains sont fermés ce lundi. À noter que cette semaine, le principal temps fort aura lieu mercredi à l'occasion de la première journée d'audition au Congrès du président de la Fed. Parmi les mouvements les plus importants du jour, on retient la chute à Paris de Sartorius Tedim Biotech. Le fournisseur de matériel pour le secteur biopharmaceutique a revu ses prévisions pour 2023 à la baisse. L'entreprise érige en facteur principal de cette baisse une réduction plus longue que prévue des stocks chez les clients après la pandémie de Covid-19. Elle évoque aussi des activités d'investissement relativement faibles des clients. Et puis dans le secteur aéronautique, Airbus a enregistré une commande record de 500 à 320 auprès de la compagnie aérienne indienne Indigo. Et on continue avec l'actualité des banques centrales. À présent, la Banque d'Angleterre a lancé son premier stress test du système financier. Et oui, l'enjeu est de mieux comprendre les mécanismes des banques et des intermédiaires financiers non bancaires en cas de tension extrême sur les marchés. Les résultats devraient être connus l'année prochaine. La Grande-Bretagne, où le rendement des emprunts d'État à 2 ans est monté à plus de 5%, c'est une première depuis 2008. Et puis on reste à Londres, où le procès intenté par 2 opérateurs financiers contre la Bourse des métaux de Londres débutera mardi. Elle portera sur le chaos lié à la crise du nickel de mars 2022. Et à la bourse de Hong Kong, à présent, les actions de plusieurs groupes chinois peuvent désormais être échangées en yuan. Et oui, c'est une étape de plus vers l'internationalisation du yuan. Depuis ce lundi, les actions de 24 entreprises, dont celles des géants Alibaba et Tencent, y sont cotées et négociées à la fois en yuan et en dollars hongkongais. À noter que dans un premier temps, ce système s'adresse exclusivement aux investisseurs étrangers détenteurs de yuan. Il devrait ensuite être étendu aux investisseurs de la Chine continentale. Voilà, donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 à l'heure où l'on se parle. Le CAC 40 en recul de 1,11% à 7306 points.
Et c'est parti à présent pour Planète Marché. Nous allons tenter de décrypter ensemble les grandes tendances de marché sur le plateau de Smart Bourse. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Éric Bertrand. Bonjour Éric Bertrand. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur des gestions chez Ophi Invest Asset Management. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Nuno Texera. Bonjour Nuno Texera. Bonjour Nicolas. Bienvenue également. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International, et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour. Vous êtes chef analyste chez IG. Je vous propose de commencer avec vous, Nuno Texera. La semaine dernière était la semaine des banques centrales. On avait effectivement la décision de politique monétaire de la Fed, la décision de politique monétaire de la BCE. Deux décisions asynchrones. La BCE qui continue à augmenter ses taux, la Fed qui marque une pause. Avant de rentrer dans le détail des deux décisions de banque centrale, est-ce que c'était une surprise que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE ? Non, c'était tout à fait consensuel. On avait eu le mois précédent une hausse plutôt dovish, donc avec un message suggérant une pause. Et puis cette fois-ci, on a eu une pause plutôt hawkish, donc avec la vigilance. Une pause qui annonce une hausse. Qui en tout cas prépare à une possible hausse que nous attendons pour le mois de juillet, effectivement. Quant à la BCE, il n'était pas question de pause, à vrai dire, et on est probablement encore à attendre une, voire deux hausses supplémentaires des taux directeurs. Les chiffres d'inflation en zone euro sont pas aussi favorables que ceux qu'on a pu observer aux États-Unis, qui sont quand même assez clairement dans une pente descendante. On pourra en reparler. Alors, si on reste du côté de la Fed dans un premier temps, puis ensuite on regardera ce qui se passe en zone euro et du côté de la BCE, on a quand même une Fed donc, qui marque une pause, effectivement, à l'heure actuelle, qui laisse entendre tout de même qu'il pourrait y avoir deux hausses de taux supplémentaires. C'est en tout cas ce que laissent entendre les dot plots, mais face à un consensus de marché qui n'a pas du tout l'air de penser la même chose. Oui, alors le consensus a quand même évolué parce qu'il y a encore... Ou qui n'avait pas l'air de commencer la... Oui. On était à 3 baisses de taux avant la fin de l'année. On s'est repositionné à un niveau bien supérieur. Mais c'est vrai que le marché continue à estimer qu'il y aura des effets retard de cette politique monétaire. C'est vrai qu'ils ont été assez longs par rapport à ce qu'on a pu observer historiquement. Et qu'à un moment donné, la Fed va devoir modérer son discours et son action. Ce n'est pas forcément ce que nous pensons. Effectivement, on a plutôt le sentiment que la pause devrait être suffisamment longue pour juger des effets de cette politique monétaire. Donc vous estimez, peut-être c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on a entendu dans le discours de Jérôme Powell, c'est que cette pause va permettre de voir les effets qu'on n'a pas encore vus de cette politique monétaire un peu plus restrictive ces derniers mois. Oui, tout à fait. On a encore des salaires quand même qui progressent à un rythme un peu supérieur à 4%. On a un marché du travail qui est sur les 6 derniers mois, je crois, sur une pente de 300 000, un peu plus de création d'emplois par mois. C'était 400 000 avant, mais on est quand même sur un rythme assez élevé. Il y a des signaux faibles de modération, mais on a encore des services qui progressent assez fortement, justement à cause des hausses de salaire. Et donc, il va falloir sans doute maintenir un peu le cap d'une rigueur monétaire. Deux hausses de taux supplémentaires, c'est trop agressif à l'heure où on se parle en matière d'estimation de scénario économique ? C'est vrai qu'on peut imaginer que, paradoxalement, l'inflation baisse plus rapidement que le consensus. On a quand même un certain nombre d'indications, aussi bien... On a eu d'abord tout ce qui était lié aux chaînes de valeur, donc les coûts de fret. Ensuite, on a eu l'énergie. On a encore des problèmes sur les matières agricoles et les loyers, aux États-Unis notamment. Mais avec la baisse du prix de l'immobilier, normalement, il y a aussi un effet décalé qui peut mener à une baisse des loyers. Il y a les voitures d'occasion aussi, mais là, on voit bien que c'est parce qu'on cherche à économiser. Donc, il y a quand même des signes qui suggèrent qu'on pourrait peut-être avoir des bonnes surprises au deuxième semestre sur l'inflation. Alors même que dans ses prévisions économiques, la Fed voit plutôt une inflation qui repart légèrement à la hausse quand même. Oui, il y a toujours ce risque. Le problème, c'est le marché du travail. Donc, tant qu'on a un marché du travail qui reste quand même assez résilient, j'entendais l'autre jour qu'il y a des mesures qui ont été prises, par exemple en Floride,
pour pénaliser fortement les migrants sans papier. D'accord. On ne trouve plus de main-d'œuvre dans l'agriculture et dans la construction en Floride pour des raisons idéologiques, disons. Bon, c'est un petit exemple, mais on a un marché du travail qui reste quand même assez tendu, même si, encore une fois, il y a moins d'émissions, il y a moins d'offres d'emploi, etc. Il y a quand même quelques signaux qui suggèrent que ça devrait se modérer. Éric Bertrand, même question, votre réaction par rapport donc à ces décisions de Banque centrale, enfin de la Réserve fédérale américaine, mais surtout peut-être les prévisions économiques de la Réserve fédérale américaine par rapport à vos scénarios, aux scénarios que vous avez chez Ophi Invest Asset Management. Je dirais, comme a dit Nuno, le plan se déroule comme prévu. C'est-à-dire qu'il doit faire une pause. Pas d'accro au plan à l'heure actuelle. Pour l'instant. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment, ils ont quand même resserré assez rapidement jusqu'à au-delà de 5. Maintenant, ils attendent de voir. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 resserrements latents qui ne sont pas du taux d'intérêt, mais qui sont quand même les durcissements sur les conditions de financement des banques régionales. On en a parlé depuis 6 mois, enfin depuis février, pardon. Ça resserre sans vraiment qu'on arrive à mesurer l'impact du resserrement. Il y a aussi quand même dans l'accord sur le plafond de la dette, il y a pas mal de dépenses budgétaires en moins. Donc ça freine un peu l'économie. En revanche, effectivement, on est quand même sur une résilience de la croissance et donc de l'emploi et donc de l'inflation qui tarde un peu. C'est vrai que nous, de notre point de vue, la Fed va se poser là. Alors, à un mouvement près, peut-être cet été, mais le sujet, il est plus dans ce qu'anticipent encore les marchés. Nous, on l'avait dit ici même il y a plus d'un mois, puis ça vient d'être évoqué. On trouve que les marchés qui attendent que la Fed rebaisse assez rapidement, donc c'était 2023 comme ça a été dit, maintenant il y a encore, quand on regarde jusqu'à début 25, presque 2% de baisse. On sait que ça met pas mal de temps. Quand on voit les projections là, de la Fed, moi je pense que ils vont se laisser beaucoup de temps avant de rebaisser. Parce que il n'est pas encore temps d'estimer un recul. Et du coup, ça met quand même de la détente monétaire sur la partie longue des courbes. Ils n'ont pas du tout envie que le Treasury se retourne très bas et anticipe trop de choses. Donc, tant que moi, j'aurai encore autant de baisses de taux, je pense que la Fed ne bougera pas. Et je dirais qu'à un mouvement près, c'est pas tellement gênant, parce qu'on l'a vu dans le cadre de l'Australie et du Canada, où après 2-3 mois ou 6 mois de pause, je me souviens plus exactement, les 2 banques ont fait un peu de fine-tuning en remettant 0,25. Ça n'a pas inquiété les marchés. Ils ont considéré ça comme un calibrage, un ajustement. C'est vraiment qu'est-ce qui va être fait après, qui est assez intéressant dans la courbe. Et de notre point de vue, pour que l'inflation revienne et tarde à revenir, il faudra rester plus longtemps sur ces niveaux que le marché l'anticipe aujourd'hui. Le fait qu'un spectre récessif s'éloigne, en tout cas des prévisions de la Réserve fédérale américaine, c'est une surprise, c'est une bonne surprise. On est finalement dans le soft landing qu'on anticipait, qu'on attendait depuis de nombreux mois, en tout cas dans le discours de Jérôme Powell, alors même que les marchés, effectivement, avaient peut-être encore même un scénario différent aujourd'hui. Là, on est clairement sur un chemin de crête, en fait. On sait que la politique monétaire met entre 12, 18, 24 mois à se transmettre à l'économie. Il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas. Et là, on a vraiment, pour l'instant, la Fed est bien sur son chemin de crête. On peut imaginer, là, alors on est dans les scénarios de risque, mais soit l'ensemble de ces mesures, il ne faut pas oublier le QT non plus, qui se coagule, atterrissent beaucoup plus brutalement que prévu, ou inversement, on a une résilience de l'économie qui est assez forte et qui fait qu'ils sont obligés de renvoyer des tours de vis nettement au-delà de ce qu'on est rendu. Donc c'est vrai que pour nous, les 2 côtés sont un petit peu à pic de ce point de vue-là. C'est pour ça que la Fed va rester sans doute assez data dépendante et so far, so good. Ce qu'il faut quand même garder présent à l'esprit, c'est que les très bons résultats des entreprises et de la croissance, c'était pas tellement au volume, mais c'était en croissance nominale. C'est-à-dire que vous vendez peut-être moins de produits, mais vous les vendez tellement plus cher qu'au global, la ligne des ventes est formidable. Ça crée des belles marges parce qu'on n'a pas encore trop commencé à augmenter les salaires. Maintenant que c'est plutôt en train de se calmer quand même, on va peut-être un peu moins vendre en quantité, on a moins de hausse de prix, par contre les salaires sont toujours assez forts et ce phénomène est très accentué en Europe. Du coup, les prévisions de bénéfices qu'on peut encore avoir sur 2024, en particulier en Europe, je trouve que c'est un petit peu optimiste. Je suis passé de rien au marché action bien sûr, comme une fois. Mais ça explique, donc on peut effectivement tenter d'expliquer aussi effectivement avec l'actualité entreprise, mais sur ce scénario récessif, donc là, chacun a son scénario pour le moment et la Fed joue un petit peu sur une ligne de crête. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans les avis sur les marchés, et d'ailleurs c'est assez surprenant d'avoir autant d'avis partagés, parce que certains pensent que ça va vraiment beaucoup plus ralentir avec une vraie crise crédit, et d'autres restent assez positifs. Et on a une volatilité implicite des marchés qui est très très basse. Donc c'est assez curieux. Bien sûr, oui. Les éléments qui se réconcilient pas là pour moi. On a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. La croissance est très résiliente. Elle a surpris tout le monde depuis le début de l'année par sa force. J'ai tendance à croire qu'on va vraiment ralentir quand même sur la deuxième partie de l'année.
peut-être pas forcément une grosse récession, mais quand même sûrement une récession technique. Le contraire nous surprendrait, en fait, chez Ofi Invest. Alexandre Baradez, peut-être qu'on peut continuer effectivement sur cette perspective de récession. Alors effectivement, j'ai l'impression moi, que ça fait plusieurs mois qu'on l'annonce, on a du mal à la voir réellement aujourd'hui. Alors effectivement, on voit des récessions techniques, mais une récession un peu plus conséquente, on a du mal à la voir encore aujourd'hui dans les chiffres. Et pour autant, ça reste un scénario de marché qui a toute sa place aujourd'hui, même si ça n'est pas celui de la Fed. Oui, c'est vrai que la récession, mais elle est quand même, je partageais l'avis d'Éric là-dessus, et je pense d'ailleurs que le skip de la Fed au mois de juin, sans être dit comme tel, c'est au regard de ce que l'on voit des indicateurs avancés, de la vitesse de ralentissement de ces indicateurs avancés, du nombre de mois consécutifs que ces indicateurs se replient. Et il me semble que c'est plutôt ça que l'on a comme risque, c'est finalement un scénario de récession qui se matérialise enfin, plutôt que de devoir caler deux taux supplémentaires. D'ailleurs, même on a vu qu'au moment des projections, donc à la fois du communiqué et des projections, vous regardez la partie la plus courte de la courbe de taux, le 1 mois jusqu'à 6 mois, donc qui sont censés intégrer ces deux taux potentiels. Bien sûr. Ça n'a quasiment pas bougé, c'est-à-dire on était à 5,30 à peu près en moyenne sur ces niveaux-là. Si vraiment le marché était convaincu qu'il y aurait 50 points de base de plus, on aurait tout de suite monté une marche, voire deux marches sur ces Donc taux-là. le marché, il ne croit pas. Il ne croit pas, et on l'a vu par la conférence de presse de Powell, il ne croit pas aussi parce que la rhétorique de Powell, il aurait pu garder une rhétorique qui était axée sur ce qu'on a lu du communiqué et vu des dot plots et lu des projections rehaussées en fait. Et si Jérôme Powell voulait délivrer un message plus haut quiche, il aurait pu le faire, mais quand il dit que la réunion de juillet reste ouverte et que en gros les dot plots, ça n'a pas valeur d'acte futur, il minore en fait le rôle de ce qu'on a eu précédemment, et donc le marché entend ça, et puis il a marqué de nouveaux points hauts à court terme. Mais effectivement, je pense que c'est plutôt ça qui doit trotter la tête de Powell et du FOMC, c'est que quand vous regardez les gros moteurs de l'économie américaine, l'ISM Service, par exemple, quand on parlait il y a quelques mois de récession, l'ISM Service il était encore à 60 et quelques. Là, on a un ISM Service qui est à 50,3. Et s'il y a bien un indicateur avancé qui est peu volatile côté US, c'est bien celui-ci. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'est rapproché des 50 et qu'il est passé en dessous, bulle Internet, subprime, Covid, ça a été bref mais intense, et on se rapproche à nouveau. Donc en fait, sur le track record, sur les 20 dernières années, c'est un sans faute en fait. Donc là, à 50,3, on commence à flirter avec la zone de contraction. Les services, c'est 80% de l'économie américaine. Donc là, il y a une petite alerte quand même commence à apparaître, et si vous mettez effectivement le masque des ventes détail dessus, les ventes détail, elles sont encore hautes en fait, elles sont hautes en montant, donc bien sûr, le pricing power des entreprises est toujours cette capacité d'achat, mais la progression annuelle a sacrément ralenti, c'est-à-dire désormais en year to year, donc si vous regardez les ventes détail là, mois passé par rapport au même mois l'année précédente, on progresse plus que d'à peine 1,2% je crois, donc c'est des progressions qui sont faibles pour une économie comme l'économie américaine. Donc ça pourrait être des indices effectivement du scénario peut-être d'Ofi Invest Asset Management de dire tiens, peut-être que la récession arrive enfin, non pas qu'on l'attende, mais en tout cas on l'anticipe. On l'anticipe, et du coup ça remet aussi mettre en lumière le rebond récent des marchés. On a bien compris, on a bien compris, pour moi en tout cas un peu a posteriori, pourquoi la tech s'est autant reprise. Il y a eu le thème AI, mais aussi probablement déjà qu'une partie du marché voyait cette question de ralentissement, donc on a un peu de rotation comme ça, les cycliques pas terribles, et puis la tech qui est partie d'un coup. Mais à un moment donné, si c'est le scénario qui devient central, c'est-à-dire si on commence à voir, et là on aura des datas bientôt, ISM ou autre, si on commence à acter un peu dans les données avancées ce ralentissement-là, à un moment donné, je pense que la tech ne peut pas non plus rallier autant que ça. C'est-à-dire à la fois l'effet AI qui était bien avancé déjà, plus l'effet pause de la Fed qui est maintenant intégré. Ouais. Si à un moment donné, on se rend compte que réellement qu'on est auto-terminal et qu'on ne bougera pas de là, à un moment donné, c'est pourquoi on est auto-terminal dès maintenant alors qu'on pensait peut-être qu'il y aurait dose de taux. Et à ce moment-là, ça va peut-être obliger les boîtes à réviser un peu leur guidance aussi, parce que si on commence après une récession, je ne pense pas qu'en début d'année, les guidances qui étaient faites au T1 quand la Chine réouvrait et que les stats n'étaient pas mauvaises, c'est des guidances qui ont été faites sur les 3 premiers mois de l'année. Là, ce qui pose problème sur la Chine, c'est les 3 mois récents, en fait, où toutes les stats sont tombées en dessous des attentes. Et finalement, on a fait un modèle de prévision sur une réouverture qui, à mon avis, n'est déjà plus très bon au moment où on se parle. Donc, il y a peut-être un risque un peu de révision des guidances pour certains secteurs. Là, l'annonce des résultats du T2. Bon, alors, on va parler de la Chine, mais juste pour revenir sur les dot plots, si je comprends bien, c'est une sorte de marge de manœuvre que se laisse la Fed, mais ce serait plutôt une mauvaise nouvelle qu'on reste à un niveau actuel. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est de la communication. C'est un peu comme Draghi à l'époque, en 2012. C'est que pour ne pas avoir remonté les taux, on va avoir une communication volontairement au quiche. Donc on laisse croire qu'on aura comme ça 12 de taux. On révise, je ne sais pas si qu'ils y croient même, on révise à la hausse les perspectives de croissance. Au moment où la BCE, on est quasiment au même niveau de croissance prévu de l'Atlantique. Ouais. Mais ça paraît un peu, je ne dis pas un peu artificiel comme révision, mais quand on voit les indicateurs avancés, on est sur maintenant 13 mois consécutifs de ralentissement des plus gros indicateurs avancés US. Et
les deux Donc on se dit qu'on ne va pas en rajouter. Voilà, et ce qui est aussi important, c'est que la dernière fois qu'on a autant ralenti sur les indicateurs avancés, sur un nombre de mois consécutifs aussi élevé, il n'y a pas eu beaucoup de cas dans le passé. Il y a eu la crise des subprimes, et avant ça, c'est la crise pétrolière. Donc non pas qu'on attende quelque chose de cette ampleur-là, mais ça montre quand même qu'un ralentissement est à l'œuvre, et probablement que le Fed est déjà en train d'acter ça dans ses opérations. Nuno Teixeira, faut-il s'attendre à un épisode récessif au second semestre 2023, alors qu'effectivement on l'attendait pour déjà le début de l'année, mais qu'on ne le voit pas aujourd'hui réellement dans les chiffres, même si effectivement, si on regarde dans le détail, on a quand même des indices, d'après ce que nous dit Alexandre Baradez. Je crois que c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. On doit avoir des probabilités un petit peu sur chacun des scénarios. Je crois que celui-là, il faut lui attribuer 25 ou 30% de probabilité. D'accord. Ce n'est pas notre scénario dominant, clairement, mais on a des signes de ralentissement de croissance. On en a parlé sur les indicateurs avancés. On a une Chine, effectivement, qui ralentit en termes de par rapport aux attentes du marché. Nous, on avait des attentes assez faibles, donc on est relativement peu surpris sur la Chine, mais c'est vrai qu'on voit que ça patine, c'est pas la relance qu'on espérait du côté des autorités chinoises. Puisqu'il y avait des grandes attentes, effectivement. Alors tant que la Chine avait son économie fermée, on attendait une réouverture et une économie chinoise qui viendrait reprendre son rôle de locomotive finalement de la croissance mondiale. Et là, on commence à faire face à des déceptions quand même. Oui, non, tout à fait. C'est vrai que la Chine est encore plombée par son secteur immobilier et le traumatisme que ça a créé chez les épargnants qui finalement avaient une grosse partie de leur épargne dans ce secteur, qui voit soit les prix baisser, soit une épargne qui a été complètement perdue. Donc je pense qu'on sous-estime un petit peu cette dimension-là. Et on n'est pas encore... on a vu une baisse du taux directeur de la Banque de Chine, mais finalement pas d'annonce très spectaculaire. Et de toute façon, la Chine a l'air de vouloir une croissance beaucoup plus orientée sur la qualité plus que sur la quantité. Donc on ne verra certainement pas des plans de relance comme ceux qu'on a pu voir dans le passé. Et puis il ne faut pas oublier une chose. C'est une certitude qu'on ne verra pas l'exécutif chinois peut-être finalement. Alors c'est vrai que si on avait dû le voir, on l'aurait peut-être vu ces derniers mois également, mais on ne verra pas l'exécutif chinois soutenir un peu plus son économie, alors même que là, les chiffres montrent que celle-ci traverse une phase un peu plus compliquée. Il pourrait soutenir davantage, mais pas avec des ampleurs qu'on a pu connaître par le passé. Et donc, on ne verra pas des 7% de croissance, 8% de croissance comme ce qu'on a pu avoir dans le passé. Donc, on est plutôt entre 4 et 5 en ce qui nous concerne comme estimation. On est même en dessous de Goldman Sachs. En dessous de Goldman Sachs. Et justement, alors peut-être pour faire le lien avec l'Europe, mais on va rester sur la Chine ensuite avec Éric Bertrand. On entendait il y a quelques mois que si on voulait sortir d'un scénario récessif toujours, même si on peut aussi parler de bonnes nouvelles dans Smart Bourse, mais en Europe, il fallait que la Chine affiche une croissance suffisante. Est-ce que dans le scénario que vous nous donnez, c'est suffisant pour anticiper une croissance suffisante en Europe ? C'est vrai que l'Europe est beaucoup plus dépendante des exportations que les États-Unis, certains pays en particulier. On a eu quand même des effets favorables qu'on n'attendait pas forcément au même niveau, par exemple sur l'énergie depuis le début de l'année, donc ça compense peut-être un peu. Mais c'est vrai que la Chine reste un moteur important, mais qui sera de moins en moins important dans le futur, parce qu'on voit bien la pente de la population. Il y a des prévisions assez dramatiques à horizon 20 ou 30 ans sur l'évolution de la population chinoise. Et donc, il ne faut pas non plus espérer... heureusement qu'on a des commandes en provenance de l'Inde. Maintenant, c'est peut-être sur l'Inde qu'il va falloir compter demain, c'est vrai. Éric Bertrand, même question sur effectivement votre scénario sur la croissance chinoise. C'était peut-être trop optimiste d'attendre une sortie de crise et donc une réouverture de l'économie en fanfare ? Alors, je partage pas mal de ce qui vient d'être dit, peut-être en complément. C'est vrai qu'il y a une grosse ambition qui s'est mise sur la Chine, parce que ils sont pas en récession. Hein. On a quelque chose d'explosif, et ça va juste être bien. Enfin, on n'est pas. Rappelons-le, effectivement. C'est vrai que nous, on n'était pas forcément très fourchette haute non plus sur la prévision de croissance, parce qu'il y avait beaucoup d'emballements. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une crise immobilière qui n'a pas fait de morts saillants, qui n'a pas fait de grands défauts. Mais pardonnez-moi l'expression, mais il faut la digérer. C'est-à-dire que si on ne fait pas de défaut, il faut quand même que l'ensemble des consommateurs
consommateurs qui voient leurs prêts partir, donc c'est de l'argent public à chaque fois, alors de façon un peu complexe. Et les banques on se souvient de notre crise immobilière au début des années 90, il faut digérer la dette face à la baisse des prix sans qu'il y ait de grosses faillites bancaires. Donc ça, je dirais que ça consomme en creux pas mal de potentiel de croissance, et notamment de la part des autorités publiques. Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi les plans de relance jusqu'à présent n'ont pas été trop forts, parce qu'ils y sont allés un peu trop fort aussi dans le passé, ce qui a emmené à ce niveau de crise-là, et ils l'ont arrêté de façon un peu trop brutale. Ouais. Maintenant, je dirais le plancher à ce ralentissement, je pense qu'il y a quand même un besoin politique qu'il y ait un minimum de croissance, parce que sinon ça peut vite tourner court d'un point de vue social sur le territoire. Bien sûr. Mais on est plutôt du côté de 4, on n'est pas du côté de 6 pour déclencher des grandes mesures de soutien. Et le troisième point qu'il faut avoir en tête, qu'ils commencent à faire des petits mouvements, c'est que l'année dernière, ils ont bien raté la target sur la croissance. Puis alors ça, on sait que politiquement, lors du congrès du Parti communiste chinois, avoir annoncé ça, puis pas faire le chiffre, c'est quand même pas bien vu. Donc là, ils feront attention à essayer d'atteindre le chiffre, mais je pense que les gros plans de relance de grande envergure, c'est pas pour tout de suite. Ils ont pas les moyens. Enfin, il faut attendre de digérer ce sujet immobilier, je pense, qui est assez lourd. Et au niveau bancaire également, et au niveau des dettes des régions, parce que c'est quand même un processus assez complexe d'imbrication entre le niveau national, les régions et les banques nationales ou locales. Et ce qui fait qu'il n'y aura pas, à mon avis, de grand plan de relance, sauf si ça devenait à venir un peu trop bas, ou là, auquel cas, d'un point de vue sociétal, il faut que les gens travaillent. Il faudrait réagir rapidement. Ouais. Et alors, on reviendra sur la BCE après, mais est-ce que, là, on parle de l'impact de la croissance chinoise sur une croissance européenne ou américaine, mais est-ce que la Chine, si on s'attendait à de l'explosif et qu'on n'a que du bien, peut rester quand même une thématique d'investissement ? Pour moi, c'est du long terme. C'est-à-dire que la Chine, en termes de timing, c'est quand même pas simple. Parce qu'à chaque fois, dès qu'on raisonne un peu trop, on a des mouvements de marché qui sont pas forcément en ligne. On est quand même sur un développement structurel de la zone. On est quand même sur des prix relatifs des actions qui sont quand même vraiment pas chers par rapport à leurs pairs. Face à ça, on a quand même une reprise en main du régulateur des entreprises qui inquiète. Donc, il y a une énorme prime de risque qui s'est posée sur un certain nombre d'entreprises. Effectivement, quand on commence à avoir une boîte de la tech qui marche un peu trop, Jack Ma va faire 3 mois de camp d'entraînement, je ne sais pas où, en province, et puis on le retrouve au Japon en étant sorti de ses activités. Donc ça, forcément, ça fait un peu peur. En même temps, un sujet confiance. Ouais. Ils savent très bien que c'est aussi un outil de soft power, donc ils ne peuvent pas en sortir totalement. Et si ça réintégrait le domaine privé pour aller dans le domaine purement public, ça ne marcherait pas aussi bien. Donc je pense qu'on est vraiment sur un marché structurellement pas cher. Là, on est dans un mouvement de balancier de reprise en main. Il va falloir voir un peu la suite, mais pareil, mine de rien, les Chinois ont le temps long, ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin dans l'inquiétude qu'ils mettent sur l'économie chinoise, ils reviendront en arrière. Et donc c'est un marché qui nous paraît toujours assez intéressant, mais pas sur un horizon court. Il faut vraiment se donner le temps d'avoir ces performances-là. On n'est pas sur du mois ou du trimestre, c'est vraiment du fonds de portefeuille. On compte ça en années plutôt. Il ne faut pas oublier aussi le protectionnisme qui monte. On évoque des mesures européennes, par exemple, contre Huawei. Il y a un certain nombre de barrières aux échanges sur tout ce qui est technologique. Et ça devrait quand même peser un peu sur la croissance chinoise. Sur la croissance et sur les thématiques d'investissement qu'on peut choisir également en Chine. Ouais. Alexandre Baradez, peut-être pour compléter, alors on a déjà dit beaucoup de choses sur la Chine, mais la réaction à cette croissance chinoise qui restera bonne, mais qui sera peut-être moins avec ce rôle de locomotive qu'on voulait espérer il y a quelques mois, et sur cette thématique d'investissement en Chine. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de positif qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que le montant de la croissance des dépenses gouvernementales, si vous regardez depuis une quinzaine d'années, on est vraiment sur une pente descendante. Là, ces derniers mois, on est sur un niveau de croissance presque de zéro. Donc, entre 2015 et 2020, avant le Covid, vous avez des niveaux de croissance par an entre 15 et 20, voire 25% de hausse des dépenses du gouvernement. Donc c'était les financements sociaux, etc. à tour de bras. Ça a amené les excès en termes de dette qui commencent à être corrigés effectivement. Evergrande ou autre, on commence à purger tout ça. Et du coup, pour se sortir de ce problème de la dépense de la dette publique, probablement redonner plus de pouvoir au secteur privé. Et on commence à avoir peut-être un peu d'opération séduction depuis quelques mois. Là, on voit ces PDG américains qui arrivent et on le fait savoir. On fait savoir que Elon Musk arrive, on fait savoir que Bill Gates arrive. On se prend en photo, on se filme, etc. Donc, il y a quand même volonté d'envoyer une image business-friendly un petit peu à tout le monde. Oui. Ça s'est un petit peu détendu, effectivement, sur l'aspect réglementaire. Après le coup de torchon de 2021, là, on sent quand même qu'il y a à nouveau un peu plus de réouverture. On a entendu, il y a quelques mois, ça remonte un petit peu, mais que ça y est, on avait
mission accomplie sur les jeux vidéo, on avait réduit la dépendance des jeunes. Donc ça, c'est un truc qui avait inquiété les marchés, les éditeurs de jeux vidéo qui avaient chuté et tout. Donc on a quand même l'impression que le plus dur est passé à la fois en termes de risques sanitaires, de risques réglementaires, et voilà, reste cet atterrissage de l'économie chinoise. Mais après, c'est vrai que les valorisations sont quand même super attractives. Mais le seul risque, et c'est pour ça aussi que les actifs japonais ont probablement autant monté, c'est que c'est aussi là, je pense que ce qui freine les investisseurs occidentaux, globalement, c'est le risque géopolitique, c'est Taïwan, c'est le rapprochement ostensible avec la Russie aussi, ça je pense, ça ne plaît à personne. Et ce, malgré les rapprochements avec la diplomatie américaine qu'on peut voir aujourd'hui. Mais... On est d'accord, mais c'est vrai que quand on confie les fonds à un asset manager, l'asset manager doit aussi choisir est-ce que je vais les mettre sur le Japon plutôt que sur Tencent ou autre. Donc, après, on pourra avoir un peu de rééquilibrage. C'est-à-dire le Japon qui prend un peu ses gains, et si la Chine continue, on voit le Blinken qui rencontre les huiles chinoises. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Et peut-être Xi Jinping, qui sait. Oui, donc ça, c'est des bonnes choses, mais je suis d'accord avec Eric là-dessus, c'est que c'est un temps un peu long, mais on a quand même l'impression que le bottom s'est formé sur le high yield, par exemple les obligations high yield, on a l'impression que le point bas a été fait, le Hang Seng a repris quelques couleurs, donc même si ça devait effectivement connaître quelques vagues en bottom, on a quand même l'impression, enfin le Hang Seng est revenu sur des niveaux qu'on n'avait pas vus au pire moment il y a quelques mois, c'était les niveaux de 2011-2012, on a effacé 10-12 ans de croissance marché, ce qui est complètement dingue. Donc là, que le bottom a du temps à se former, c'est possible, mais que ce soit un point d'entrée à mon avis un peu opportun sur 2-3 ans, ça paraît correct. Un mot toujours avec vous, Alexandre Baradez. On va revenir en Europe de la BCE. Alors là, pour le coup, la BCE continue dans son rythme de hausse de taux, 25 points de base supplémentaires, et surtout des prévisions d'inflation revues un peu à la hausse. On sent que tout n'est pas encore terminé pour le coup en Europe en matière de resserrement monétaire pour revenir à une situation un peu plus acceptable au niveau de la BCE. Oui, on a l'impression que c'est un peu comme pour la Fed, c'est-à-dire qu'on a mis des objectifs, on a mis des projections qui sont effectivement, on a rehaussé la partie inflation PCE parce qu'on a peut-être un marché obligataire, notamment les taux longs européens, qui sont peut-être encore un peu bas par rapport à l'inflation actuelle et par rapport au degré de durcissement des conditions financières. Quand vous regardez le taux de la BCE actuellement et le taux du 10 ans allemand il y a quelques jours, il y avait encore des écarts très significatifs. Alors qu'on se souvient que sur les cycles de hausse de taux précédents, très souvent les taux un peu de référence de 2 ans allemands notamment arrivaient quasiment au taux plafond de la BCE. Là, on est quand même assez loin. Donc on a l'impression qu'il y a une volonté de rattraper un peu ça sur la partie taux. Donc on a une rhétorique qui est agressive. Et on a même vu quelque chose d'assez typique dans le cas de la BCE maintenant, c'est qu'on passe la réunion et systématiquement dans l'après-midi, vous avez des sources BCE qui avancent les gens de la BCE qui appellent Bloomberg et Reuters pour passer les messages expliquant qu'il y aurait des débats cet été sur la pertinence d'une hausse en septembre, comme si juillet n'était pas suffisant. Donc voilà, on a l'impression que c'est une tactique de banque centrale de véhiculer des messages agressifs et que derrière, effectivement, on a maintenant 3 mois de data à attendre avant septembre, donc ce sera un temps suffisamment long pour juger de la pertinence ou pas de le faire. Mais il faut que dans la tête des marchés ce soit ancré. On a l'impression que c'est plus ça que les Oui, parce que juillet, c'est acté. Normalement, oui. On reviendra elle a dit very likely. Hein. Mais ce qui est quand même assez étonnant, amusant, c'est que la BCE a dit qu'elle était data dependent, elle aussi, qu'elle suivait un certain nombre de statistiques, mais il n'empêche que juillet, ça reste acté pour le moment. Éric Bertrand. Oui, je pense que juillet, je ne vois pas par quelle alchimie. Après avoir dit ça, Christine Lagarde nous a quelquefois surpris, mais là, en l'occurrence, je pense que le mouvement de juillet, il est là. La montée à 4 en septembre, ce que tu dis, je pense qu'ils vont attendre tranquillement. Ils vont se prendre 3 mois de données en plus. Et, c'est plutôt dans les courbes. Nous, sur le niveau de taux, on est presque plus confort en fait parce que on regarde plutôt l'OAT en fait qui nous paraît nous la somme moyenne du taux en Europe. C'est-à-dire que le 10 ans allemand est vraiment très cher, le 10 ans italien est nettement moins cher, et l'OAT c'est après le taux moyen de refinancement de la zone euro. Du côté un peu au-dessus de 3 là, ça nous paraît vraiment un endroit où on est payé pour notre risque. Mais qu'est-ce qui nous disent les taux actuellement? J'entendais sur ce plateau que finalement la réaction obligataire montrait qu'on se projetait jusqu'à juillet et qu'après on attendait de voir. C'est ce que vous... Non, quand on regarde les anticipations de BCE, on est du côté de 3,75. Alors entre 3,5 et 3,75 assez longtemps, hein, jusqu'en mémoire juillet ou septembre 24. Donc là, on a à nouveau un grand plateau à 25 centimes près. Ce qui là, pour le coup, nous, on est assez confort avec ça. Alors ça sera 3,75 ou 4, j'en sais rien, je crois que la BCE non plus. Et ils vont rester longtemps à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'ils continuent encore, parce que c'est vrai qu'il y a le petit jeu après chaque comité, donc il y a tous les faucons. Il y a le service qui donnent la voix en disant qu'il faut en aller plus. C'est toujours les premiers à dégainer derrière. Ensuite, il y a toutes les colombes qui disent non, pas trop, parce qu'il y a ça, le ralentissement. Il y a un indicateur qu'on aime bien, c'est l'indice des surprises économiques, c'est-à-dire comment est-ce que les chiffres sortent par rapport aux prévisions. Et en zone euro, c'est vrai qu'il n'est pas brillant, hein. C'est-à-dire qu'il
il est vraiment au plus bas. Et à chaque chiffre, le chiffre qui sort est en dessous de la prévision. Donc, d'un point de vue économique... C'est moins le cas aux États-Unis. Alors, c'est beaucoup. Aux États-Unis, c'est quasiment... Il n'y a pas tellement de surprises, je crois, de mémoire. Et c'est vrai que du coup, je pense que la BCE elle va aussi faire un petit peu attention sur ces sujets. Et je rajouterais qu'en Europe, il va y avoir un petit sujet... Depuis le Covid, il y a le quoi qu'il en coûte. Après, il y a eu la phase, les déficits et les règles budgétaires, c'est pas pour tout de suite. Là, par contre, en septembre-octobre, ils ont commencé à se réunir sur ces sujets, les ministres des Finances. On va commencer à rappeler qu'on ne peut pas dépenser autant qu'on veut, qu'il y a les critères de Maastricht, même si on les assouplit et qu'on enlève l'investissement, sont toujours là. Et ces négociations sont plutôt restrictives d'un point de vue budgétaire. Et donc, je pense qu'effectivement, le scénario aujourd'hui qui est dans la courbe de taux européenne, nous va plutôt bien. Sur les attentes qu'on a, donc effectivement, disons français à 3. Il faut bien voir qu'en plus, les 3% de rendement permettent de payer un petit peu de tension sur les taux à horizon 6 mois par le portage. Nuno Teixeira, même question effectivement sur la stratégie BCE, avec peut-être quand même la prévision de croissance pour la zone euro de la BCE qui est revue à la baisse. Est-ce que ça doit inquiéter? Alors effectivement, c'est marginal, on passe de 1% à 0,9, mais est-ce que ça doit revoir un petit peu des scénarios économiques? Non, je pense que c'est pas très significatif. On est en dessous en ce qui nous concerne sur les prévisions de zone euro, mais ce qui est important, c'est que il n'y ait pas un effet un peu contraire effectivement d'une politique trop agressive sur les taux qui paradoxalement pourrait même être contre-productive, c'est-à-dire entraîner une inversion encore supplémentaire de la courbe des taux et une baisse des taux longs, parce qu'à ce moment-là, les marchés vont anticiper un vrai ralentissement, voire une récession. Et donc, il faut garder une certaine prévisibilité quand même dans la politique monétaire. Elle a plutôt baissé, il y a plutôt un peu moins de guidance qu'auparavant, donc les marchés ne savent pas trop... Voilà, c'est data dépendant, comme on dit, et du coup, il faut se laisser un peu le temps. Et donc, je partage assez l'idée qu'une pause à 3,75 ou 4, effectivement, c'est pas forcément déterminant. Ce serait probablement utile. Et en matière de croissance, si vous êtes en dessous des prévisions pour 2023, une croissance de 1,5 ou 6% pour 2024 ou 1,6% en 2025, c'est trop ambitieux aussi à ce stade? Non, pas forcément. Tout dépend de la visibilité qu'on aura justement sur les taux d'intérêt. Parce que si on commence à retrouver de la visibilité sur les taux et que le problème inflationniste semble... à peu près réglé, je pense que ça devrait donner des bases solides pour une reprise en 2024. C'est ça que juste pour compléter l'aspect banque centrale, on a l'impression qu'il y a un message qui était délivré des deux côtés la semaine dernière, c'est le côté du maintien des taux élevés sur une longue période plutôt que le taux terminal. Ça c'est déjà un message qu'on a entendu l'année dernière de Jérôme Powell, qu'on n'est plus entendu ensuite et qui ressort maintenant. C'est-à-dire comme pour prévenir que finalement on ne montrait peut-être pas beaucoup plus les taux, mais par contre on insiste sur le côté durée, on va planer pendant quelques temps. Et si on regarde l'aspect marché, moi c'est un peu ça qui m'inquiète, mais pas qui m'inquiète dramatiquement, mais qui pourrait justement pousser les marchés à consolidation, c'est-à-dire potentiel de croissance qui n'est pas là, on va être sous la tendance au niveau américain. En Europe, on va se balader entre contraction d'un trimestre à l'autre et expansion. Et de l'autre côté, les taux, même si ça ne jaillit plus, ça ne monte plus, qui vont jouer un effet un peu de toujours restrictif. Ils ne donneront pas de respiration supplémentaire. Voilà, plus l'aspect budgétaire dont Eric parlait, là vous avez une équation pour que normalement vous n'ayez pas des marchés qui flambent complètement. Il y aura toujours un effet alternatif, du coup les rendements sont bons de l'autre côté. Donc normalement à un moment donné, le marché doit un peu calmer cet appétit pour les actifs risqués. Et il ne serait pas surprenant que pendant 1-2 trimestres, on ait des marchés, ce serait la logique en tout cas je trouve, des marchés actions qui oscillent dans des ranges pas très larges, de 10%, mais quelque temps. Voilà, la fameuse consolidation qu'on attend depuis un petit bout de temps, qui arriverait du coup au second semestre. Sur le CAC, effectivement, moins aux États-Unis. Mais justement, alors on peut continuer avec vous, Alexandre Baradez. J'ai l'impression, quand je regarde effectivement les questions sur les marchés, notamment les marchés actions, qu'il y a deux questions. C'est où est la consolidation, en tout cas quand est-ce qu'elle va se valider, et deuxièmement, quid de la concurrence d'autres actifs vis-à-vis des actifs risqués comme les actions? La concurrence, elle peut venir de ce qui aurait dû déjà être le cas, peut-être la partie obligataire, c'est tel rendement, c'est archi sexy d'acheter du 6 mois ou du 1 an. Bah oui, donc à un moment donné, le côté alternatif va peut-être se remanifester, alors qu'effectivement là, il a quand même pas mal disparu en tout cas, mais il a disparu sur des thèmes, pas partout en fait. On disait tout à l'heure, il y a eu la partie tech qui a accéléré parce qu'il y a un thème spécifique AI plus des questions de pause ou autres, mais après
pour aller plus haut, qu'est-ce qu'on a en fait, hein? Il va falloir chercher d'autres thèmes. Nvidia qui a publié, ok, ça a été pricé, voilà. Tous ces thèmes ont déjà bien boosté au premier semestre. OS2, il y aura déjà l'épreuve des guidances qu'on va surveiller, l'épreuve des résultats en tant que telle. Et on commence aussi à avoir des multiples aux États-Unis qui commencent à devenir un peu, je dis pas dangereux, ils sont pas dangereux, mais à 19 fois les bénéfices attendus 12 mois, vous revenez en fait sur le début de la zone d'excès qu'on avait connue post-Covid. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne 10 ans largement, et vous êtes sur la moyenne 5 ans, mais qui elle-même était déformée par l'aspect Covid, le DPE à 23-24 fois les bénéfices. Donc vous êtes déjà sur une moyenne qui elle-même était déformée par le Covid. Sachant que vous avez une croissance qui, c'est notre scénario, mais qui va plutôt ralentir qu'accélérer. Donc à un moment donné, la macro va peut-être aussi un peu transpirer sur la micro en fait. Hein. D'accord. Et de marge, dont on parlait tout à l'heure, ça va peut-être aussi se ressentir. Donc il me semble que là, il y a quand même quelques ingrédients pour de la consolidation. En Europe, on le voit un peu sur le cas. Avec des entreprises qui devraient quoi, réduire leur marge ou qui auraient du mal à les augmenter encore plus la croissance des bénéfices, c'est pas forcément des chutes c'est plutôt qu'on a intégré la bonne tenue finalement, la moins mauvaise tenue ce qu'on pouvait craindre, mais après pour redéployer multiples ou autres, il va falloir effectivement soit des guidances absolument incroyables ou alors des résultats incroyables. Mais si on veut détendre un peu ces multiples, ce qui me semblerait un peu nécessaire dans la phase actuelle, il n'y a pas 36 possibilités. Soit vous annoncez de super résultats. Il me semble qu'on est un peu limité de ce côté-là. Soit c'est le marché qui corrige un petit peu, pas beaucoup, mais 5-10% de correction, vous détendez un peu les multiples quand même. Éric Bertrand, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Effectivement, alors on attend une consolidation sur les marchés américains qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle, ou en tout cas, elle est annoncée, mais on ne la voit pas à l'heure actuelle. Et en même temps, les actifs risqués font face à une concurrence de plus en plus accrue, que ce soit en France sur même parfois des actifs réglementés ou alors sur des poches obligataires. Je vais vous citer un proverbe breton, je crois, c'est « marmite fixée, jamais debout ». Donc on attend tous la consolidation, il ne se passe rien. Ça rappelle d'autres moments de marché où tout le monde est d'accord pour qu'il se passe quelque chose, mais ça ne marche pas. Blague à part, c'est vrai que c'est un peu surprenant et c'est vrai que c'est interrogeant parce qu'on a quand même eu, pour la faire rapide, un démarrage de début d'année tonitruant. On a l'épisode bancaire US, ça revient, et là on est sur les plus hauts, alors un petit plus haut d'1% ou 2%, puis comme tu le disais, on a quand même les US et l'IA qui tirent un peu, alors avec l'aspect de construction des indices et giga capitalisation petite qui est très distordue. Hein, bien sûr, oui. La performance du S&P, c'est 10 valeurs, enfin globalement jusqu'à assez récemment. Mais c'est vrai qu'au global, nous on a l'impression qu'il y a plein de bonnes nouvelles dans ce marché. L'atterrissage en douceur, le pilotage, la croissance ralentit mais pas trop, l'inflation revient mais c'est pas mal, les taux remontent et comme je l'évoquais tout à l'heure, les deux scénarios de risque sont plutôt vraiment pas très bons pour les actifs risqués. Et il y a, je crois, donc ça, on reste prudent tactiquement, même si on n'est pas inquiet sur longue période. Donc, mais ça continue de monter. Et c'est vrai que dans les actifs alternatifs, ce que tu disais, moi du 4,5 investment grade à 3-5 ans. Je suis un assureur, ça me coûte pas très cher en solvabilité 2. Et même quand on regarde le haut du haut rendement, même si ça ralentit, ça peut un peu swinguer, on est quand même payé pour avoir du risque, avec pas mal de visibilité. Avec cet aspect en plus, c'est que, en particulier sur le crédit de qualité, si on a un ralentissement, les spreads vont s'écarter, mais dans le même temps, les taux devraient un peu baisser. Au global, la somme des deux, on prend le portage. Et donc, du coup, il y a quand même cet aspect concurrence des classes d'actifs. On était vraiment, souvenez-vous, Tina était là il y a encore 2 ans, il n'y avait rien à acheter à part des actions. Là, Tara est là maintenant. Et on reste. Et c'est vrai que du coup, dans les allocations, on va aller chercher du portage parce que, a priori, on a quand même la certitude d'avoir à peu près ces perfs-là sur les horizons donnés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous est une alternative, en particulier aux actions, en attendant que ça corrige. Mais pour l'instant, ce RAD ne voit rien venir. Donc le scénario, c'est que ça va corriger, ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, la marque. Il y a un moment, si ça ne vient pas, si on passe ces pics, et le pic de l'inquiétude, il y a un moment, il faudra y retourner. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a quand même énormément de bonnes nouvelles et un peu de cherté relative. Mais c'est vrai que le marché américain. Nuno Teixeira, on a l'impression qu'on a du mal à retourner dans le marché action parce qu'on ne sait pas où ça va redémarrer, que ce soit demain ou dans 5 mois. Non, mais c'est vrai que les investisseurs sont plutôt, pour ceux qui raisonnent en fondamental, un peu prudents, voire sous-pondérés sur les marchés parce que les valorisations ne sont pas démentes, mais elles ne sont pas non plus super attractives, mais elles le seraient moins dans un scénario de ralentissement marqué de l'économie. Donc nous, on a décidé de passer en légère sous-pondération fin mai. C'est vrai qu'on est face à des marchés qui continuent à monter, donc ça paraît un peu frustrant, mais en même temps, on préfère, comme Eric, aller plutôt sur l'investment grade ou du high yield de qualité que de prendre des risques actions avec des indices qui
ont sans doute pris un petit peu d'avance. Et ce qui est aussi un petit peu... Parce que le risque, pour bien comprendre, c'est qu'effectivement, quand on a un S&P 500 qui affiche une progression, mais que derrière, c'est 10 valeurs qui le tirent pendant plusieurs semaines, le risque, c'est d'aller au mauvais endroit, finalement, sur les marchés actions, sans trop savoir quelle sera peut-être la prochaine thématique porteuse sur quelques semaines. On cherche la qualité et la visibilité. Donc, il y a une espèce d'effet d'entonnoir sur ce type de valeurs, notamment sur la tech. Un indice écu-pondéré américain n'a pratiquement rien fait depuis le début de l'année. Donc, il faudrait que la hausse se diffuse un petit peu plus pour qu'elle soit sans doute plus pérenne. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a probablement des segments du marché qui vont devoir corriger un peu. Et le Nasdaq est revenu à des niveaux de survalorisation à court terme, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Merci Eric Bertrand, directeur des gestions chez Ophi Invest Asset Management. Merci Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Et merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain comme tous les lundis. Et nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant américain à Washington en duplex. Bonjour Pierre-Yves Dugas. Bonjour Nicolas, ça va ? Bien et vous ? Écoutez, aujourd'hui est un jour férié aux États-Unis, donc j'ai mis une cravate, j'ai fait un effort. Jour férié, effectivement, donc aux États-Unis, le jour férié Juneteenth. Nous allons quand même parler de bourse ensemble, Pierre-Yves Dugas, puisque les Américains, les investisseurs américains continuent tout de même à avoir une appétence particulière pour les actions. Oui, on parlait à l'instant de cette consolidation qui ne vient pas. Voilà peut-être un élément qu'il faut intégrer dans l'analyse de cette consolidation interminable. 61% des Américains, à nouveau, détiennent des actions, soit directement dans leur portefeuille, soit indirectement par le biais de participation dans des mutual funds, des fonds mutuels, des SICAV, je crois qu'on appelle ça en France. Alors c'est intéressant parce que la proportion avait fortement chuté après la crise de 2008. On était tombé en 2013 à 52% et on est donc bien remonté aujourd'hui à 61%. Mais il y a d'autres choses derrière cette statistique globale qui sont troublantes et qui probablement sont des éléments à intégrer dans l'analyse de cette évaluation ou survalorisation peut-être du marché. C'est le fait que la proportion d'actifs investis en actions est la même pour toutes les générations au-dessus de 30 ans. Alors c'est contre-intuitif parce que traditionnellement, les conseillers financiers aux États-Unis recommandent aux investisseurs, au fur et à mesure qu'ils progressent dans l'âge et au-delà de 60 ans, qu'ils commencent à réduire la part de leur portefeuille investi en actions, et ce au profit d'obligations, de manière à éviter les coups de grisou qui peuvent intervenir. Eh bien non. Au-dessus de 30 ans, en gros, les Américains, qu'ils aient 40, 50, 60 ou 70 ans, continuent de favoriser les actions dans la même proportion, autour de 66%. En d'autres termes, ce sont les moins de 30 ans qui font baisser la moyenne. Alors pourquoi ? Pourquoi cette situation qui n'est pas intuitive ? Plusieurs éléments d'explication s'avancent. Je crois que moi, celui qui me séduit le plus, et c'est lui dans lequel je me reconnais, puisque je suis quelque part presque un baby boomer, c'est que beaucoup de ces Américains qui ont plus de 60 ans aujourd'hui ont commencé à s'intéresser au stock market, à l'investissement en bourse, dans les années de l'explosion boursière des années 80. Et ils ont vécu plusieurs révolutions comme ça. La plus importante est celle qui a fait entrer dans leur tête et même peut-être dans leur ADN le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le coche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le marché s'effondrer en 87 et rebondir très vite, s'effondrer en 2002 et rebondir très vite, s'effondrer en 2008 et 2009 et rebondir très vite, s'effondrer en 2020 et rebondir très vite, etc. Et à chaque fois, ou bien ils ont tenu le coup et ils s'en félicitent, ou bien ils ont craqué, ils ont vendu et ils s'en mordent les doigts. Donc cette consolidation qui ne vient pas aujourd'hui, peut-être, est-ce que l'élément d'explication le plus puissant est le fait que jusqu'à présent, la patience a payé. Si on avait acheté le S&P 500 au plus bas en 2009, on aurait aujourd'hui une plus-value
dividendes compris, de plus de 700%. C'est tout de même de quoi convaincre même un vieux d'investir de manière privilégiée dans des actions plutôt que dans des obligations, surtout que nous sortons d'une période qui a été quand même assez délicate pour les détenteurs d'obligations en raison de la politique tardivement appliquée par la Réserve fédérale qui a conduit à dévaloriser, en capital en tout cas, beaucoup de portefeuilles obligataires, alors que la récession dont on nous parle depuis d'un an, elle ne vient pas. Alors peut-être est-elle déjà là et on s'en apercevra dans un mois ou deux, mais pour l'instant, ça n'est pas évident. Alors, il y a Pierre-Yves Dugat, d'autres éléments, Nicolas, d'explication. Je ne les trouve pas tous très convaincants parce qu'en France, par exemple, je n'ai pas l'impression que le même phénomène se produise. Les Américains disent toute cette nouvelle génération d'investisseurs en bourse, et même les plus âgés, profitent du fait que la technologie d'Internet fait que maintenant on peut acheter et vendre des actions sur son portable, etc. C'est vrai dans d'autres pays qu'aux États-Unis. Et pourquoi les Américains continuent-ils d'être aussi capitalistes ? Ce qui est étonnant, Pierre-Yves Dugat, c'est que même à l'approche de la retraite, les actions sont, aux yeux de ce que vous nous dites et de l'étude que vous nous donnez, le placement le plus sûr aux yeux des Américains. Les vieux n'ont pas peur. Les vieux n'ont pas peur. Prenons l'exemple de Vanguard, qui est une grande maison de fonds mutuels et un courtier important qui a une réputation méritée, je crois, d'être rationnel et de privilégier le long terme. Les chiffres de Vanguard sont assez parlants. Les clients de plus de 65 ans ont une allocation médiane de leur portefeuille chez Vanguard en actions de 63%. On serait en droit d'imaginer qu'ils soient plutôt à 63% en obligations. Ça n'est pas le cas. Vous savez, si vous aviez un morceau de papier dans la main, imaginons pour un instant que les actions ne soient pas dématérialisées, que ce soit encore des morceaux de papier. Vous avez dans la main un morceau de papier sur lequel il y a écrit Microsoft ou Apple, et dans l'autre main, vous avez $1. Lequel vous préférez garder et transférer à vos enfants ? Chacun peut répondre à cette question en fonction de sa stratégie. Pierre-Yves, lequel gardez-vous ? À l'horizon 2-3 ans, je crois qu'il vaut mieux rester investi. C'est tellement difficile de faire le timing. C'est tellement difficile de se dire non, le marché est surévalué, je vais vendre. Et puis, je vais attendre que ça rebondisse. 24 heures après que le rebond ait commencé, c'est déjà souvent trop tard. Donc, je pense qu'il faut minimiser. Je ne recommande personne aux gens qui nous écoutent. Je vous dis simplement ce que je pratique pour moi-même. Je crois qu'il faut minimiser la prise de risque, mais il faut serrer les fesses. Un mot également de l'actualité, j'ai envie de dire l'actualité politique, Pierre-Yves Dugat, un sujet qui a cristallisé un certain nombre de passions aux États-Unis. On se demandait même s'il fallait choisir entre démocrates et républicains pour savoir si on était pour ou contre l'interdiction des gazinières. La Chambre vient de voter une loi pour interdire leur interdiction, Pierre-Yves Dugat. Oui, ça c'est un sujet dont nous avons souvent parlé ici. Je le trouve extrêmement illustratif de la guerre culturelle qui déchire l'Amérique. La Chambre des représentants, la semaine dernière, a voté 2 lois sur le même thème. La première interdit l'usage d'argent public fédéral pour réglementer les gazinières. La deuxième interdit au département de l'énergie de produire de nouvelles normes qui reviendrait à réglementer ou à réduire l'offre de gazinières ou à renchérir leur offre au prétexte que ces normes seraient meilleures en termes d'économie d'énergie ou en termes de pollution. Comment en est-on arrivé là ? D'abord, le vote est de manière dominante celui de représentants à la Chambre républicain, mais il y a tout de même 29 démocrates qui ont voté en faveur de ce texte. Comment en est-on arrivé là ? On est arrivé là parce que à San Francisco, à Berkeley, et dans une douzaine de municipalités californiennes, les autorités locales ont décidé d'interdire les gazinières, les nouvelles gazinières. Et que la Californie, de plus en plus, veut interdire et a commencé à voter en ce sens les gazinières dans les nouveaux bâtiments. L'État de New York, qui est un État bleu, un État largement démocrate, a fait la même chose.
Et les républicains ont dit « Ah là là, ils sont en train de faire avec les gazinières ce qu'ils nous ont fait avec l'automobile ». Vous savez qu'un jour, les Californiens se sont réveillés et sans jamais avoir voté, on leur a expliqué qu'à partir de 2035, ils ne pourraient plus acheter en Californie de véhicules automobiles qui fonctionnent avec de l'essence, en tout cas à moteur thermique. Alors tout ça sur fond d'urgence climatique, de transition écologiste, de protection de la planète. Les républicains qui n'y croient guère se disent qu'il faut défendre le droit des Américains à faire la cuisine chez eux comme ils l'entendent. L'État n'a pas à se mêler de nos affaires. Si je veux faire mon omelette sur du gaz, parce que ça cuit mieux, protégeons-le. Et c'est un argument bébête, mais c'est un argument qui peut être compris par tout le monde, surtout dans des États qui sont très largement démocrates. Parce que ces histoires de gazinières concernent 40 millions de foyers aux États-Unis, mais surtout à 70% des foyers dans l'État de New York, dans l'État de Californie et dans l'Illinois et dans le New Jersey, qui sont très largement des États acquis aux candidats démocrates généralement. Alors, on rappelle juste, Pierre-Yves Dugat, que l'argument pour l'interdiction des gazinières serait ces gazinières seraient responsables de maladies et notamment cause principale d'asthme aux États-Unis. Exactement. Les gazinières, semble-t-il, 2 études sont sorties encore de l'université californienne au cours des dernières semaines, disant que les gazinières, si la cuisine en particulier est mal aérée, peuvent produire du benzène qui contribue à l'asthme et peut mettre en danger la santé des petits-enfants. Alors, les républicains n'y croient pas. Ils pensent que tout cela est une opération déguisée pour intervenir dans la vie des Américains. Et que dit la Maison-Blanche? C'est ça qui est intéressant. C'est que le président Biden lui-même et les porte-parole de la Maison-Blanche ne cessent de répéter qu'il n'est pas du tout dans les plans de l'administration Biden d'interdire les gazinières aux États-Unis, y compris dans les nouveaux bâtiments. Néanmoins, les républicains n'y croient pas parce qu'ils ont remarqué que le département de la justice avait payé ses propres avocats pour aller défendre les municipalités démocrates lorsque ces dernières étaient défiées devant les tribunaux sur la constitutionnalité et la légalité de leur interdiction des gazinières. Voilà une affaire qui paraît tout à fait triviale et qui est triviale finalement parce que, il faut le reconnaître, les républicains qui ont adopté ce projet de loi à la Chambre n'ont aucune chance de le faire passer au Sénat. Mais c'est le genre de choses dont on parle beaucoup dans les chaumières américaines, si j'ose dire, parce que c'est un moyen de focaliser l'attention et de rappeler aux Américains que l'État fédéral peut se mêler de tout et qu'une des grandes différences entre les démocrates et les républicains, c'est que les républicains prétendent vouloir défendre la liberté et minimiser les impôts, tandis que les démocrates prétendent vouloir le bien des Américains en faisant intervenir l'État fédéral pour réduire les inégalités et les dangers que peuvent présenter certains appareils électroménagers. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugat d'avoir été avec nous dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.